Tomoki était un sale type moche et solitaire, sans charisme et sans succès auprès des filles. Il était tellement moche, comme toi, qu'une bombe a décidé d'abréger sa misérable existence en le frappant avec sa lame de foudre. Cependant, le dieu ne l'entend pas de cette oreille et l'envoie dans un autre monde où il est devenu encore plus laid, un gobelin de bas étage. Il commence à marcher en quelques jours. Mais un jour, il réalise qu'il possède toujours une capacité unique de sa vie antérieure, ce qui fera de lui un seigneur surpuissant dans ce monde. Tomoki se faisait punir par une bombe, et du jus rouge volait partout. Il s'avère que Tomoki adorait l'état d'Andrew. Alors il lui a dit d'aller à la cuisine et elle a sorti son poignard pour en finir une fois pour toutes avec Tomoki. Soudain, Tomoki ouvre les yeux et voit un vieux gobelin laid qui est surpris de voir que le petit morveux est réveillé. Tomoki se demande ce qui se passe et le vieil homme pense à un nom. Il veut l'appeler Gogkichi, mais finalement, il choisit Gobru comme nom. Soudain, il met quelque chose de gluant et dégoûtant dans sa bouche et Tomoki s'endort. Il s'avère que Tomoki est en fait mort comme un crétin pathétique et qu'il s'est réincarné en ce morveux vert. Il voit que tout le monde autour de lui est aussi un gobelin. Alors il se met à pleurer. Cependant, en seulement 3 jours, les gobelins ont atteint l'âge de 14 ans, ce qui est idéal pour un fichier d'animal de compagnie. Il s'avère que les gobelins peuvent atteindre la maturité en seulement 3 jours et Tomoki est très heureux d'avoir enfin une seconde chance dans la vie. Wotfon oaspitin euseste. Le vieux gobelin revient et donne le dernier repas aux gobelins avant de les jeter hors de la maison. Tomoki adore l'escargot gluant et dégoûtant et le mange rapidement. Pendant ce temps, il remarque qu'un autre gobelin est aussi impatient que lui. Ensuite, ils sortent soigner Cobronk et découvrent que le ciel et le soleil sont comme sur terre, mais qu'il y a des oiseaux effrayants et des plantes pathétiques partout. Un autre gobelin jette un coup d'œil dehors et il est stupéfait par ce qu'il voit. Tomoki appelle Gokichi à sortir et Tom se présente comme Gobru. De tous les petits gobelins, Gokichi est le plus grand. C'est pourquoi Gobru s'est associé à lui. Ils s'aventurent dans la forêt et trouvent une licorne bon marché, qui est en fait un lapin. Gokichi suit le lapin, tandis que Gobru l'attaque en embuscade depuis un arbre et tue le lapin d'un seul coup. Soudain, la bouche de Gokichi se remplit d'eau et il était sur le point de tout aspirer quand Gobru le punit. Comme toi, Gokichi n'a pas de manière, alors Gobru lui en enseigne après l'avoir assommé. Après ça, il ramasse une pierre et casse la corne. Et soudain, le système de solo leveling bas de gamme lui indique qu'il a obtenu une corne. Pendant ce temps, Gokichi se relève. Alors Gobru partage le lapin avec lui et il se met à pleurer. Ensemble, ces deux salauds deviennent d'incroyables chasseurs de lapins de rang S, et les cornes fonctionnent bien mieux que Gobru ne l'avait prévu. Mais le système de solo leveling bas de gamme continue d'apparaître. Cependant, personne d'autre ne peut le voir et Gobru se souvient qu'il avait une incroyable capacité d'absorption dans sa vie antérieure. Cette capacité lui permettait de manger littéralement n'importe quoi, y compris de la merde de vache, et d'acquérir sa capacité, mais toutes les capacités de sa vie antérieure ont complètement disparu. Alors Gobru a de la chance d'avoir ça, car il y a beaucoup de monstres puissants qui se cachent dans la forêt. Quand il retourne dans la grotte, il rencontre Gobmi, qui est stupéfait que ces deux créatures insignifiantes mangent des lapins à cornes, car un seul coup peut terrasser n'importe qui. Gobmi veut coucher avec Gobru, mais il est fan d'Andrew Tate, tandis que Gokichi est nul, tout comme toi. Le lendemain, les gobelins ne partent pas à la chasse à cause de la pluie, mais Gobru veut être productif. Alors il va dans la réserve pour fabriquer des armes. Cependant, il y trouve des femmes humaines qui n'ont rien pour se couvrir. Gobru voulait conclure, car il ne l'avait pas fait dans sa vie précédente, mais ces femmes voulaient toujours qu'il reste vierge. Alors que Gobru fabrique son arme, le vieux Gobuji arrive et lui dit qu'il est impressionné par ses capacités. Il lui montre une astuce pour vérifier les niveaux et il s'avère que Gobuji est au niveau 96. Il révèle qu'une fois qu'un gobelin atteint le niveau 100, il peut évoluer en hobgoblin. Mais Gobuji pense que Gobru n'est qu'un bâtard et qu'il n'a pas l'étoffe d'un hobgoblin. Le lendemain, l'équipe attrape des serpents et des castors et, après les avoir mangés, Gobru acquiert de nouvelles capacités. Le lendemain, le gobelin pense recréer la nature sauvage de l'homme. Alors ils entrent dans une grotte à chauves-souris où ils se font dessus en les voyant. Cependant, Gobru utilise son mauvais œil et arrête les chauves-souris en plein vol afin qu'ils puissent commencer à les frapper.
Pendant qu'ils mangent les chauves-souris, le reste des gobelins les regarde avec désespoir. Alors, ils tendent une embuscade à Gobru la nuit. Grâce à la capacité de Gobru, il était au courant de l'embuscade et leur botte le cul tout en tuant accidentellement l'un d'eux. Le lendemain, ils trouvent un orque et le mettent facilement hors d'état de nuire. Mais après avoir mangé leur part, il emmène le reste des animaux à la grotte. Il les offre aux gobelins et ils pensent que Gobru est une sorte de roi. La même nuit, Gobru reçoit un message lui demandant s'il veut évoluer. Et le lendemain, il se réveille plus grand et plus fort. Gobkichi s'est aussi transformé en hobgoblin et Gobuji se fait dessus en voyant ça. Gobishi veut tester sa force, alors les deux hobgoblins se battent. Bien que Gobru parvienne à le vaincre, il sait que Gobkichi a plus de force brute. Soudain, ils entendent des loups, alors Gobru se précipite vers eux et Gobmi prend l'arbalète empoisonnée pour les abattre à distance. Le trio élimine facilement la meute de loups, et quand Gobru mange le loup, il acquiert de nouvelles compétences, dont celle de leadership. Il ramène les loups à la grotte et agit comme un chef. Peut-être grâce à sa nouvelle compétence, il dit aux autres gobelins qu'il va leur apprendre à chasser et à fabriquer de nouvelles armes. Cela lui vaut les éloges de tous les gobelins, qui le considèrent désormais comme leur chef. Quelques jours plus tard, Gobru réveille Gobuji et lui montre qu'un groupe de gobelins ont été empoisonnés après avoir applaudi les femmes humaines. Ils ont brûlé leur corps en guise de mémorial, et maintenant, ils ont besoin de plus de femmes. Gobru commence à entraîner les jeunes gobelins pour qu'ils deviennent ses Sigma Chad. Mais il trouve l'entraînement extrêmement difficile. Soudain, Gobru voit quelqu'un approcher. Alors il sort son épée et s'aperçoit qu'il ne s'agit pas de pillards, mais des pères de leur génération. Ce sont des gobelins forts et féroces qui ont apporté des femmes et de la nourriture pour tout le monde. Grâce à l'ADN et à la génétique solide des gobelins, la progéniture est toujours gobelin. Quelle que soit l'espèce, Gobru voit les nouvelles femmes et demande à l'hobgoblin s'il peut s'occuper d'elles. Mais l'hobgoblin est un sale type arrogant qui veut se battre avec Gobru. Voyant cela, le reste des gobelins se retourne contre lui et une bagarre est sur le point d'éclater. Soudain, Obzadi et Obzei arrivent pour annoncer à tout le monde que les chefs vont se battre pour désigner le chef des gobelins. D'un seul coup de poing, Gobru achève le hobgoblin et utilise la soie pour l'attacher. Maintenant, Gobru est officiellement le nouveau chef du groupe et il dit à tous les autres gobelins du groupe de ne pas toucher aux femmes humaines. Il va vers elles et leur dit de ne pas avoir peur car il ne va pas leur faire de mal. Il veut juste s'instruire grâce aux connaissances que ces humains possèdent et les femmes se mettent à pleurer. Le lendemain matin, la rousse salue Gobru et il semble plutôt calme. Au lieu de se concentrer sur la chasse, Gobru se concentre sur l'entraînement physique des gobelins, mais certains n'arrivent pas à suivre. Alors il les corrige à coups de poing, ce qui rend furieux le reste des gobelins plus âgés. La nuit, Gobkichi et Gobru se livrent à une intense séance d'entraînement. Après ça, ils vont se coucher, mais les hobgoblins veulent pas goûter aux femmes humaines. Alors, ils essaient de les approcher en douce, mais Gobru connaît leur plan et les tabasse. Il attache les salauds et dit à Gobmi de rassembler tout le monde à l'extérieur de la grotte. Il utilise sa toile et les attache tous, mais il suspend Hobkin la tête en bas et le laisse à moitié mort. Le lendemain matin, Hobkin est déjà mort, tandis que les autres sont sur le point de mourir. Leur prochaine cible est le cheval à 3 cornes, et son corps est si résistant que même l'arbalète ne peut pas le percer. Mais ils réussissent à le terrasser et Gobru obtient la capacité de Treeth Gobrus, qui lui permet d'infliger des dégâts triples à chaque coup. La nuit, pendant que Gobru dort, la rousse s'approche et se couche à côté de lui. Peu après, Gobmi les rejoint et Gobru pense vivre un rêve. Ils nomment chacun à la tête de quelque chose et maintenant, il s'aventure plus profondément dans la forêt pour tester ses pouvoirs magiques. Il aperçoit un cheval à 3 cornes et lui lance un sort qui lui fait exploser la tête instantanément. Cela l'excite encore plus et il commet la pire erreur de sa vie. Il se rend dans la partie nord de la forêt et trouve une traînée de sang. Soudain, il se souvient de ce que le vieil homme lui avait dit à propos du grizzly géant roux qui vit dans la partie nord de la forêt. Le sol commence à vibrer alors que le puissant ours apparaît juste devant Gobru. Puisqu'il s'agit d'une pâle copie de nivellement solaire, au lieu de s'enfuir à la Gobru. Gobru passe à l'action, de retour à la grotte. Gobmi s'inquiète pour Gobru et demande aux autres membres s'ils l'ont vu, mais il s'avère qu'il n'est jamais revenu. Le souffle magique de Gobru vise directement la tête de l'ours, mais celui-ci bloque l'attaque avec son bras.
L'ours montre un signe d'intelligence, ce qui excite encore plus Gobru. Il utilise ses griffes pour attaquer Gobru, mais grâce à ses yeux de serpent, il est capable de prédire ses attaques. Après cela, il utilise sa soie d'araignée pour ligoter l'ours, mais en vain. L'ours frappe les enfants plus brutalement que ton père ne l'a fait, alors il utilise son souffle de feu. Gobru parvient à peine à l'éviter, mais il charge à nouveau et utilise un bouclier d'eau pour se protéger, mais finit par poignarder l'intérieur de la gueule de l'ours. Cependant, l'ours projette Gobru dans les arbres avec sa griffe. Il ne se laisse pas faire, et Gobru est encore plus excité car il peut se déchaîner sur cet ours. Après une longue journée de combat, Gobru parvient à le vaincre. Mais il a été poignardé au ventre par la griffe de l'ours. Alors qu'il était mourant, il a mangé la viande d'ours et a sélectionné la vente aux enchères évoluées. Le lendemain, Gobru retourne à la grotte où tout le monde est choqué de le voir. Gobuji lui dit que Gobru n'est plus un hobgoblin, mais qu'il s'est transformé en ogre. Après toutes ces discussions, la rousse et Gami commencent à suivre Gobru partout où il va. Il veut d'abord remonter le moral des humains. Alors il va voir la forgeronne et apprécie son aide, ce qui énerve la rousse et Gami. Après ça, les deux sœurs veulent des gobelins pour les aider à cuisiner, alors Gaboru dit qu'il va leur en donner. En entendant ça, elles sont toutes excitées et Gobru a envie de les applaudir fort, mais il sait que deux sorcières sont derrière lui. Après ça, il va voir la chimiste qui lui dit qu'elle prépare une potion, mais Gobru sent qu'il y a du poison. La femme s'excuse parce qu'elle devait en fabriquer pour se protéger. Cependant, elle fait maintenant confiance aux gobelins et n'a plus besoin de poison. Gobru la prend dans ses bras et elle sourit d'excitation. Mais soudain, Gobru sent l'intention meurtrière venant de la rousse et de Gami. Il s'avère que la fille avait besoin de plus de temps pour jouer avec Gobru qu'il ne l'avait prévu. Mais il y a un gros problème. En raison de sa grande taille, Gobru ne peut s'entraîner avec personne et même Gobkichi en perd le souffle. Gobru s'excuse de leur avoir fait mal et Gobkichi a l'air un peu plus fatigué que d'habitude. Gobru, lui, demande s'il va bien, mais Gobkichi répond qu'il part chasser. Ensuite, Gami et Absed partent à la chasse tandis que Gob cherche toujours les pierres spirituelles. Comme Gobru a perdu son bras, il ne peut rien faire d'autre que se coudre de beaux vêtements. Il demande à Absed si Gobkichi va bien, mais elle s'en fiche et veut juste lire son livre en paix. Le lendemain, Gobru déjeune quand Go apporte un escarboucle blessé. Gobru la soigne rapidement et elle apprécie son aide. Il s'avère que c'était un escarboucle artificiel, créé par une mage nommée Velvet qui voulait cacher tous ses trésors après sa mort. Mais des humains l'ont traqué. Son noyau était gravement endommagé et elle allait mourir tôt ou tard. Alors elle offre son trésor à Gobru plutôt qu'aux humains. Il appelle tout le monde et leur dit qu'ils partent à la recherche du trésor. En entrant dans le trésor, Gobru trouve les mercenaires qui en veulent à l'escarboucle. Il leur propose de les laisser partir s'ils le souhaitent, mais ces crétins se prennent pour des One Punch Man et visent net la tête de Gobru. L'un d'eux lance un sort de foudre et ça le met en rogne. Il se déchaîne et commence à balancer ses crétins dans tous les sens. Le reste de la bande apparaît aussi, et Gobru constate que ses aventuriers possèdent de puissants artefacts. Alors il les suit tous et trouve aussi une boîte magique qui peut stocker des centaines d'objets à la fois. Gobru utilise cette boîte pour récupérer tous les trésors du vieux sorcier. Le carbuncle apprécie l'aide de Gobru et disparaît. Après avoir récupéré tous les trésors, Gobru brûle le corps, ce qui révèle un bras magique. Gobru le ramasse et il se lie rapidement à son bras. C'est comme un nouveau chapitre de ton manga préféré où tout commence à bien se passer. Tout le monde, aussi fort que l'enfer dans Gobru, est en train de se constituer un harem, comme dans tous les autres animés que tu as regardés. Après quelques jours, il trouve une dryade, une femme séduisante qui se nourrit des nutriments des autres. C'est le moment idéal pour comploter. 1 heure passe avant que Gobru ne soit à court d'énergie. Or, il croit que personne ne le remarque, mais les filles commencent à l'ignorer. Il ne le sait pas parce qu'il n'a pas de cerveau. Alors il va à la pharmacie où on dit à cet idiot décérébré qu'il a des suçons dans le cou. Maintenant, le pharmacien veut aussi participer à l'action et soudain, le reste des filles se manifestent également. Sans autre option, Gobru utilise sa nouvelle soie d'araignée dorée pour insonoriser la pièce et vit une nuit passionnée grâce aux capacités améliorées de Buro. Il peut maintenant sentir et détecter les ennemis dans un large rayon. Il s'avère qu'un groupe d'elfes se trouve à la grotte des gobelins et qu'ils veulent l'aide de Gobru. Mais il ne s'agit pas d'aide, ce qui signifie que les elfes partent en guerre et qu'ils veulent que Gobru se joigne à eux. Et s'il ne le fait pas, il sera puni.
Gobuji dit qu'ils n'ont qu'un mois de nourriture, mais Gobru l'intergobrobe et dit aux elfes d'aller faire leurs conneries ailleurs. S'ils veulent vraiment l'aide de quelqu'un, ils devraient être sincères, et ça énerve le sale gosse elfe. Il sort son épée et, grâce à l'œil maléfique, Gobru les fige tous sur place. Il attrape le chef par le cou et lui ordonne d'ordonner à ses archers de baisser leurs armes. Cependant, quelqu'un tire quand même et Gobru brise la flèche avec ses dents. Ils se pistillent tous dessus de peur et s'enfuient à toutes jambes. Le lendemain, Gobru chasse des slimes gris, ce qui lui donne la capacité de faire de petites copies de lui-même. C'est très pratique, car les elfes décérébrés reviennent pour se venger. Gobru en a marre de ses conneries, alors son puissant cri suffit à les effrayer. Il utilise ensuite sa soie d'araignée et ligote tous ces enfoirés. Les waifus et les elfes disent à Gobru qu'ils avaient prévenu ce crétin de ne pas faire ça, mais il n'a pas écouté. Alors Gobru leur offre une chance d'être libre et dit qu'il les laissera partir s'ils battent ces gobelins à l'entraînement. Sur les 23 elfes, 6 ont perdu et Gobru les mange, tandis que le chef est mort pour de bon. Pendant ce temps, Gokichi est toujours dans la forêt à chasser les animaux, et il atteint enfin le niveau 100. Quand il revient, il fait progresser tout le monde alors qu'il se transforme en un géant rouge. Gobru est impressionné par les compétences qu'il a acquises auprès des demi-dieux, et maintenant ils veulent se battre à nouveau. L'entraînement est assez excitant pour les deux gars alors qu'ils se battent au corps à corps. Mais à la fin, Gobru lui botte à nouveau les fesses. La même nuit, un homme apparaît dans le rêve de Gobru et lui offre une parenté, mais il se réveille brusquement et ne trouve personne. Grâce à Gokichi, 4 gobelins se sont également transformés en gobelins sangliers, et l'un d'eux est le frère de Gobru, Gobji. Pour motiver Gobru, Hobzai a également évolué et est devenue une demi-seigneur des sorts. Elle déborde de mana, alors elle veut montrer à Gobru ce dont elle est capable. Ils sortent donc, et cette garce met le feu à la moitié de la forêt. Elle veut montrer encore plus de magie, mais Gobru lui dit de se calmer pour l'instant. Il lui donne également de nouveaux artefacts. Mais la séance d'entraînement est trop intense pour l'ancienne génération de gobelins. Alors, les vieux veulent quitter le village et Gobru n'y voit aucun inconvénient, mais il leur donne un couteau en mithril avec son sang dessus comme cadeau de départ. Le lendemain, Gobru trouve un orc qui a tué un humain et le tue pour obtenir la capacité d'apprivoiser les monstres. Le soir, il demande à tout le monde s'ils veulent partir comme l'ancienne génération, mais personne ne se lève. Cela satisfait Gobru et il fabrique des boucles d'oreilles pour tous les villageois afin qu'ils restent connectés les uns aux autres. Gob a aussi beaucoup progressé et elle est devenue beaucoup plus forte. Gobru veut tester sa nouvelle capacité, alors il apprivoise le cheval à 3 cornes, puis l'ours gris et aussi le chef des loups pour protéger les filles. Gobru découvre que la rousse a une capacité assez intéressante et qu'elle est devenue plus forte en tant que guerrière. Elle est sur le point de manger, mais soudain, quelque chose cloche. Elle vient de débloquer un nouvel emploi, elle continue de chasser les monstres, et monte vite en niveau. Son nouveau job s'appelle Soldat Nord, ce qui lui permet de devenir plus forte à un rythme accéléré, mais seulement si elle continue à consommer des monstres. Gobji informe Gobru que des humains ont aperçu des gobelins dans les bois. Il comprend immédiatement que la guerre a commencé. Avant qu'ils ne puissent agir, un groupe de kobolds se précipite vers la grotte. Poursuivi par une horde de squelettes, Gobru ordonne à ses hommes de se battre, mais leurs armes sont inutiles. Puis il sent que leur chef est à l'arrière. Quelque chose invoque les squelettes. Absato a du mal à suivre, mais quand elle frappe un squelette avec son arme, il s'effondre soudainement. Gobru réalise qu'ils sont trop faibles pour encaisser les attaques et ordonne à tout le monde de se battre à main nue. Il s'avance et leur dit de reculer car il a un timing lent et n'a besoin que de 10 secondes. Se lançant à l'attaque, il défonce les squelettes et atteint leur chef, le détruisant d'un seul coup. Et en seulement 7 secondes, la bataille est terminée. Après, il consomme le chef, absorbant ses capacités. Les kobolds, bouleversés, reconnaissent Gobru comme leur maître, disant qu'ils lui doivent leur vie. Ils expliquent qu'ils ont accidentellement creusé dans un trésor. Réveillant son gardien, Gobru leur rappelle que les gobelins ont déjà tué des kobolds, mais ils ne résistent pas. Ils admettent qu'ils sont plus faibles que les gobelins et remettent leur sort entre ses mains. Ils décident de les aider à se rétablir. Alors qu'ils chassent avec Gobkichi, ils aperçoivent à l'improviste un étrange groupe de personnes. Gobru décide de les suivre et utilise son pouvoir pour découvrir qu'ils essaient d'enlever la fille du chef elfe. De plus, il y a une taupe chez les elfes qui divulgue les informations. Ils attendent dans la nuit et la fille du chef traverse la forêt avec un groupe d'elfes. Les humains attaquent.
tuant les autres elfes. Et ils sont sur le point de capturer la jeune fille. Mais Gobru intervient et sauve la situation. Il prend les hommes et en interroge un pour découvrir que les humains prévoient de les attaquer dans une vingtaine de jours. La jeune fille finit par se réveiller, mais elle est choquée de voir Gobru et se demande s'il lui a sauvé la mise pour commencer ses manigances. Elle s'en prend à son garçon, mais Gobru la repousse en mentionnant qu'ils sont impliqués dans les problèmes entre les humains et les elfes. Il lui parle aussi du traître et elle s'excuse. Le lendemain, Gobru et Gobkichi l'emmènent au village elfe. Gobru détecte plusieurs archers. La jeune fille leur ordonne de se retirer, les appelant ses sauveurs. Le duo rencontre le chef et Gobru mentionne qu'il n'a pas sauvé sa fille par bonté. Alors le chef les récompense. Gobru voulait juste vérifier à quel point le roi se souciait de sa fille. Alors il a partagé des informations sur l'armée humaine avec le roi. Ils finissent par devenir alliés et échangent d'autres choses. Mais la meilleure récompense est l'alcool que le roi leur a donné, et Gobru est prêt à mourir pour les elfes. Le roi demande aussi à Gobru s'il a vu une vingtaine de soldats elfes, mais il fait semblant de ne rien savoir. Le lendemain matin, Gobru va réveiller. Gabi découvre qu'elle a évolué en une variante grâce à sa bénédiction du dieu de la glace. Elle peut maintenant contrôler de grandes quantités de glace et ses yeux ont également un effet envoûtant qui peut séduire ses ennemis. Gob a également évolué en un seigneur mystère et elle peut manipuler le terrain, détecter les minerais et augmenter sa force. Pendant ce temps, Absato est devenu un seigneur demi-sang qui peut manipuler le sang. Alors que la guerre approche, Gobru décide d'entraîner tout le monde dans son village, même les elfes et les kobolds. Il donne donc à chacun les boucles d'oreilles de communication, mais les elfes refusent de les porter. Alors Gobru finit par conclure un accord la nuit. Gobru acquiert une nouvelle capacité. Après avoir vaincu le chevalier squelette, il peut désormais invoquer divers squelettes, allant des guerriers normaux aux plus rares. Il peut en invoquer des centaines, mais ils meurent exposés à la lumière du soleil, comme toi. Les kobolds sont les plus faibles. Alors il les entraîne encore plus durement et capture un tas de loups supplémentaires. Gobru découvre que la hallebarde qu'il a utilisée contre l'ours rouge a pris une nouvelle forme grâce à Emery, et maintenant elle veut plus d'applaudissements. Gobkichi et Gobru s'entraînent ensemble lorsque Gobkichi révèle qu'il a des sentiments pour Gob. Alors Gobru le motive comme Andrew Tate parce qu'il sait que Gob le rejettera. Mais Gobru est un idiot sans cervelle et Gobkichi trouve une nouvelle fille. Après quelques jours, l'escouade régulière va tuer un tas d'insectes invisibles supplémentaires et Gobru acquiert la capacité d'utiliser un exosquelette qui lui donne une armure avec une fonction de guérison intégrée et d'absorption des chocs. Mais les vêtements sont utilisés pour l'armure, alors Gobru finit par montrer ses abdos et son entrejambe à tout le monde. Non seulement l'exosquelette peut s'adapter à différents terrains, comme voler et nager, ce qui est une sacrée amélioration, mais Gobru a du mal à s'y habituer. Quelques jours passent, et tout le monde s'améliore beaucoup quand soudain, une bande de gobelins arrive et ils demandent l'aide de Gobru. Les humains ont commencé à les attaquer, et ils ont besoin de Gobru. Ils donnent donc au petit un bracelet de communication pour que le roi puisse lui parler. Les elfes ont également vu leurs camarades s'entraîner, mais à cause des boucles d'oreilles magiques de Gobru, ils apparaissent comme des elfes noirs. Gobru est excité parce qu'il a ses copies qui se promènent dans la forêt, donc il connaît tous les mouvements de chacun. Il rassemble tout le monde et leur dit qu'ils vont tout faire pour tuer ces sales bâtards d'humains qui gâchent leur paix. Il donne le nom de Parabellum à leur nouvelle troupe de mercenaires, car cela signifie que la guerre arrive. Après avoir entendu les jérémiades des elfes et leur menace d'annuler leur accord, Gobru ne les aide pas. Gobru dit qu'il éliminera les humains, mais qu'ils agiront librement et non sous les ordres des elfes. Sur ce, il enfourche son ours gris et emmène un groupe de ses soldats attaquer le campement humain voisin. Il s'avère qu'une des copies de Gobru a trouvé le camp en explorant la forêt, et c'est la première chasse pour le groupe de mercenaires Parabellum. Cependant, le camp est entouré d'un bouclier magique qui bloque tout monstre ou attaque. Gobru ordonne à tout le monde d'encercler la zone et il transforme son bras métallique en une arbalète magique qui détruit la barrière d'un seul coup. Les humains sont choqués et Gob utilise sa magie de la terre pour ériger une barrière de pierre autour du camp. Gobzado et Gobn utilisent leurs attaques d'ours pour donner le temps à Gobru d'invoquer son squelette. Il utilise ensuite son bras comme une mitrailleuse, mais les humains ne se laissent pas abattre sans combattre. Ils ont une poignée de bons héros, et une jeune chevalière mène l'attaque.
Elle sait que Gobru est le salaud qui invoque les squelettes. Alors elle demande à ses amis de la renforcer et elle charge Boru à une vitesse plus rapide qu'Usain Bolt. Cependant, Gobru la repousse comme une poupée et la fait voler dans les airs. Gobru est impressionné par ses compétences et veut la prendre vivante. Mais la chevalière pense que l'ogre est juste un pervers. Gobru dit aux autres de capturer les héros tout en tuant les autres. Alors Gob utilise son œil maléfique pour retourner les chevaliers les uns contre les autres, tandis que Gobsado utilise sa manipulation du sang et tue les chevaliers restants. Il ne reste plus que le commandant, et le mage lance un dragon magique pour éliminer Gobru. La chevalière est prête à mourir en éliminant le géant. Mais Gobru ne veut pas qu'elle meure toute de suite. Alors il la soutient et combine un tas de magie pour lancer un bouclier qui détruit le dragon. La chevalière est stupéfaite de voir ça et de retour à la grotte. Le chef elfe insouciant arrive et s'excuse de ne pas s'être associé à lui, mais organise quand même une fête. Gobru surveille la prisonnière et, cette nuit-là, il frappe la chevalière. Il utilise ses boucles d'oreilles magiques pour soutirer des informations aux prisonniers et, bien que cela n'ait pas d'importance pour lui, il les partage avec le chef elfe. Il révèle que les humains vont les attaquer de toutes parts. Ils doivent donc être prudents. Le lendemain, la troupe est prête à tendre une embuscade à un groupe de 500 fantassins et 100 magiciens. Gobru donne le signal à l'armée et ils les prennent en embuscade. Les rochers géants réduisent leur nombre de 500 à 300 en quelques secondes, tandis que Gabmi et son escouade d'arbalétriers abattent le reste à plus longue portée. Le commandant de l'escouade semble très intelligent, alors Gobru ordonne à Gobkichi de le ramener vivant. Gobkichi est très excité parce que le commandant de l'escouade est un combattant aguerri et qu'il se bat d'égal à égal avec Gobkichi. Après un moment, Gobkichi ramène le commandant et ils retournent à la grotte. Le chevalier est un roturier nommé Crowback et il est placé avec le reste des humains. Gobru l'emmène pour l'interroger et on découvre que la princesse du royaume souffre d'une maladie très rare qui a très peu de chances de survie. Elle était censée épouser le roi de l'Empire. C'est pourquoi il a ordonné aux humains de chercher la médecine elfique qui peut tout guérir. Même les cicatrices que votre ex vous a laissées, après cela, Gobi découvre une source chaude. Alors Gobru Trunks la transforme en sauna et tout le monde s'y détend. Après cela, les prisonniers sont jetés dans un entraînement au combat avec Gobs et Gobmi comme chefs de chaque groupe. D'un autre côté, Crowback en a marre de s'entraîner avec les chevaliers d'os. Alors il défie Gobru pour un match. Gobru est impressionné par son courage. Alors il utilise la magie pour le renforcer, sinon il mourrait en une seconde. Le morveux est très bon au corps à corps, mais Gobru le corrige comme ton père te battait. Après ça, Gobru le soigne et Gobkichi veut aussi se mesurer à lui. Tout le monde est impressionné par Crowback et il veut aussi rejoindre Gobru. Alors il retire le collier de son cou. Le lendemain, Gobru emmène les prisonniers blessés au chef et veut qu'ils soient soignés. Il demande aussi pour la potion magique et le chef révèle qu'il l'a déjà donnée à Gobru pour que les humains ne puissent pas l'obtenir. Gobru boit le médicament, ce qui lui donne la capacité sanguine du médicament, et une seule goutte de son sang peut guérir une personne entière. Gobru est choqué de voir une capacité aussi surpuissante et se demande ce qu'il peut faire d'autre avec. Quelques jours plus tard, une autre armée humaine arrive pour affronter les elfes, et l'un de leurs commandants s'amuse beaucoup quand soudain, une lance géante lui transperce le ventre et le tue sur le coup. Gobru utilise sa capacité de lance pour en extraire un nombre infini, ce qui tue la moitié de l'armée. Après seulement 20 minutes, les humains sont partis depuis longtemps en enfer et Gobru utilise un slime pour absorber leur corps. Le lendemain, Gobru emmène les filles au village des elfes et tout le monde s'inquiète des humains. Cependant, le chef est un mec cool qui s'en fout que vous soyez un humain, car il veut juste boire de l'alcool. Après avoir discuté de la stratégie avec le chef, le groupe rentre à la maison quand la fille de la nuit demande à Gobru s'il peut lui rendre un service. Elle dit qu'elle veut accomplir son devoir de chevalier du royaume et qu'elle a besoin de la médecine elfique pour la princesse. Gobru se souvient qu'il y a 5 dieux dans ce monde et qu'il a la bénédiction du dieu de la disparition et de l'origine. Donc s'il donne le médicament, cela pourrait lui causer des problèmes. Cependant, il peut aussi obtenir le royaume en cas d'urgence, donc il accepte de le faire, pour mettre fin une fois pour toutes à la guerre contre les humains. Gobru décide d'attaquer le camp final à l'aube, qui compte plus de 2000 soldats. Mais le vrai problème, ce sont les braves. Une des répliques de Gobru a appris que les braves vont rejoindre les humains.
qui sont comme des héros de rang S de solo leveling et qui sont bénis par les pouvoirs des dieux. De plus, ils peuvent aussi booster leurs soldats à proximité. Gobru invoque une horde de squelettes, mais c'est l'aube, donc le soleil va bientôt se lever. Cependant, Gobru a un plan. Il dit à tout le monde de dégager le périmètre et les squelettes se précipitent vers le centre de la base, juste au moment où le soleil se lève. Les répliques de Gobru recouvrent les squelettes et maintenant ils peuvent se battre même à la lumière du soleil. Alors, Gobru intervient, il en a assez de ces créatures abjectes et veut en finir rapidement. Pendant que la bataille fait rage, un des braves arrive et il est stupéfait de voir cet ogre noir. Il veut en faire un esclave, mais Gobru sent l'aura maléfique qui émane de ce morveux. Le gamin s'appelle Filippo et il est béni par un dieu insecte démoniaque. Le morveux utilise des vers sur les soldats morts, ce qui les transforme en zombies, mais ils ne sont pas affectés par la lumière du soleil. Soudain, ils se transforment en insectes de la taille d'un homme, ce qui est un cauchemar pour les djinns. Mais ces insectes ne peuvent pas vaincre Gobru et il les tue instantanément. Filippo est stupéfait de voir ça. Alors, il utilise son arme spéciale, qui est un mille-pattes géant. Il a un venin puissant et mord Gobru de toutes ses forces. Tout le monde le remarque, mais Gobru est déjà mort. Le morveux renvoie le mille-pattes dans son trou, mais Gobru disparaît aussi. Il réapparaît avec une attaque surprise et le morveux parvient de justesse à l'éviter. Il est impressionné par les tours de Gobru, alors il sort d'autres insectes, mais Gobru le surprend. Cela révèle sa véritable forme d'insecte et Gobru utilise sa capacité d'exosquelette pour se transformer également en insecte. D'un autre côté, la bataille entre le reste de l'armée continue, mais Gami sent que Gobru est en difficulté. Le morveux n'a pas de chance et Gobru ne va pas le laisser s'échapper, mais il sort de sa forme d'insecte et s'enfuit, tout nu. Gobru le poursuit, mais la combinaison insecte est toujours active, alors Gobru l'achève, ce qui donne à Filippo la chance de s'enfuir. Gami se précipite vers Gobru, et elle est heureuse qu'il soit en vie. Pendant ce temps, une réplique de Gobru a atteint le camp militaire du roi et il lui dit de s'enfuir car ils ne veulent plus tuer personne. Il donne aussi la médecine elfique au chevalier et lui dit de retirer ses forces. La guerre s'arrête et tout le monde est blessé à cause de ça. Environ 30 membres du groupe de mercenaires Parabellum sont morts, alors les autres les pleurent et Gobru les transforme en cendres. Le lendemain, Gobru se lève et voit qu'un groupe de jeunes a évolué et que l'une d'elles est sa sœur, Gobfu. Pendant ce temps, son frère Gobji s'est transformé en un demi-seigneur saint et peut guérir rapidement n'importe qui. Gofu est devenu une goule parce que cette garce mangeait toujours les zombies, et Gobrau s'y attendait. Gobru a un peu peur d'elle, car elle se comporte toujours comme une fille dont le père n'est jamais revenu après être parti chercher du lait. Soudain, Gobru tombe sur Gob, qui est devenu une Dodomeki et dont le corps est couvert d'yeux, ce qui lui donne la capacité de regarder n'importe qui, de n'importe où, sous n'importe quel angle, et elle sera un bon jouet pour détecter les ennemis. Gobru vérifie l'état des kobolds et il voit que leur chef a également évolué. Il ressemble davantage à un chien à visage humain, mais le chien révèle qu'il a gagné un vrai nom, s'appelant quelque chose que je ne peux même pas prononcer. Sorti de nulle part, le vieux Gobuji s'avance et explique que les vrais noms sont des noms spéciaux qui sont accordés aux individus après avoir évolué à un certain niveau. Cependant, ces noms sont très dangereux car si un ennemi l'apprend, il peut lancer certains sorts, comme des malédictions, sur le propriétaire du vrai nom. Il est donc préférable de garder ces noms secrets. Mais Akita le révèle à Gobru en signe de sa loyauté. Après s'être occupé des kobolds, Gobru se demande quoi faire des prisonniers. Il leur dit qu'ils sont libres de partir ou de rester comme membres temporaires. Une bande de morveux et de héros prétentieux sont mécontents de cette décision parce qu'ils ne veulent pas être traités comme des bleus et qu'ils se croient bien plus forts que ces gobelins de bas étage. Gobru leur dit de partir parce qu'il fait plus confiance à ces gobelins qu'à cette bande d'abrutis sans charisme ni aura. Mais le chef de ces héros a un caillou à la place du cerveau. Alors il propose de se battre pour le contrôle du Parabellum. Gobru sait qu'il pourrait le tuer avec un paix, mais il décide quand même de leur faire plaisir. Il leur dit de l'attaquer tous ensemble et ils activent leurs armes à orbe. Et on apprend qu'elles renforcent leurs utilisateurs. Mais Gobru est tellement puissant qu'il les envoie valser d'un seul coup. Soudain, Gobru est touché par une attaque sournoise et projeté contre un rocher grâce à King Kong. Et ce singe stupide se fait appeler le boss.
Seulement, Gobru le frappe soudainement à son tour et le laisse à l'article de la mort. Gobru cherche le semi-vampire mais le voit draguer Gabmi. Alors il lui donne une raclée comme votre grand-père en donnait à votre grand-mère. Gabmi l'arrête et il donne un peu de son sang à l'homme pour le soigner. Le semi-vampire les approche à nouveau car il est tombé amoureux de Gobru après avoir goûté son sang. Cependant, Gobru n'est pas intéressé et lui donne une autre raclée. Finalement, ils se sont retrouvés avec 50 nouveaux membres provisoires. Gobru présente Emery à des nains et lui demande de bien s'entendre avec eux, car on dit que les nains sont les meilleurs artisans. En signe de gratitude, les nains lui offrent un nouveau marteau de guerre. Gobru se promène dans les bois et il pense à quel point les choses ont changé, mais la dryade apparaît soudainement. Elle commence à lui demander s'il veut s'amuser. Mais Gabru essaie de la repousser. Cependant, Gobru est un homme de culture et ne peut pas laisser passer ce moment. Quand il revient au village, les filles sont furieuses en voyant toutes les marques de baisers sur son visage. Après ça, Boru emmène la bande cultiver des récoltes, car on voit qu'il est allé voir la dryade pour obtenir des graines magiques. Grâce à ces graines, la nourriture pousse plus vite et est plus nutritive. On voit que les prisonniers ont aussi été libérés, mais ils ont tous été séduits par le mauvais œil de Gabmi, donc ils deviennent en gros des espions pour eux. Gobru apprend que l'armée a commencé à se retirer complètement et le chef elfe est content que ce soit fini. Alors il invite Ru à se joindre à leur fête. Gobru utilise un os de squelette et de la bave pour fabriquer un mille-pattes squelette. Il le montre aux filles et leur explique qu'elles peuvent l'utiliser comme véhicule. Il prévoit de les ramener chez elles. Alors les filles se demandent si on les met à la porte, mais Gobru leur rappelle la première promesse qu'il leur a faite. Il veut tenir sa promesse et les ramener chez elles. Après ça, les filles pourront décider si elles veulent rester avec lui ou quitter le village. Le soir, un festin est organisé pour accueillir officiellement les nouvelles venues. Le lendemain, avant leur départ, Gobru divise tout le monde en groupes et leur demande de recueillir plus d'informations sur le monde extérieur, mais leur rappelle qu'ils doivent revenir entiers. Ils partent tous et Gobru pense que les choses ne seront plus jamais comme avant sans tout le monde. Cependant, Gobru a hâte de trouver des adversaires encore plus forts et de manger leur viande. Mais pour l'instant, il décide de se diriger vers la ville de Train. Gobru et le reste des filles atteignent la ville de Trink, qui compte environ 25% de population demi-humaine. Mais ils ont toujours peur de voir un si grand ogre avec de si jolis waifus grâce aux amis de Gobru. Il peut obtenir des ruines luxueuses et dit aux filles qu'elles sont libres de décider si elles veulent vivre dans la forêt ou dans cette ville. Cependant, notre garçon ne veut pas qu'ils partent, car ils ont été enlevés par les gobelins qui respecteront leur choix. Après ça, ils entrent dans cette ville et Gobru se fait attaquer plusieurs fois, mais ils finissent par tous les battre. Le vieil homme demande si c'est leur première transaction, et la rousse répond qu'elle s'occupera de la paperasse comme une bonne épouse. Maintenant, les filles veulent acheter de nouveaux vêtements, mais Gobru est un vrai mâle alpha. Alors il se déguise comme il était dans sa vie antérieure, Tomokui. Il sent que tout le monde parle de l'ogre laid et soudain, il se fait attaquer par une bande de bandits minables. Avec juste un paix, Gobru les élimine et mange leur viande, mais il remarque que ces types ont des anneaux à leurs doigts. Cela signifie qu'ils appartiennent à un groupe commun, et après ça, il voit un enfant se faire harceler par des gens du même groupe. Ils veulent plus d'argent au gamin s'il veut revoir la princesse. Le type sort ses épées, mais ces salauds sont trop nombreux, alors Gobru intervient et leur botte le cul. Ensuite, il utilise ses répliques comme une glu pour trouver leur repère. Mais le gamin se fâche. Alors Tomokui montre sa vraie forme. La nuit, le gamin va voir Gobru et lui dit que la princesse voulait vivre une vie paisible hors de la protection du royaume et qu'elle a fini par être kidnappée. Gobru connaît l'emplacement du repère. Alors il va à la villa, botte les fesses des kidnappeurs et ramène la princesse saine et sauve. Il dit au gamin de ne dire la vérité à personne et Genki utilise son hypnose pour effacer sa mémoire. Le lendemain, on voit qu'un tas de gobelins sont nés dans la grotte et Gobru est heureux qu'une nouvelle génération soit prête à être entraînée. Il demande aux filles si elles veulent rester au village, mais l'ogre est tellement stupide qu'elles ont déjà fait leurs valises pour partir dans la forêt. Soudain, la princesse Tomokui de la nuit dernière apparaît et c'est Ruberia, la princesse du royaume. Elle a insisté pour dire la vérité et il a été forcé de le faire. Elle veut que Gobru la ramène à la capitale royale d'Oswell.
Gobru est choqué par le genre de gamine pourrie qu'elle est et il refuse sa proposition. Il veut qu'elle parte avec les gardes et la sermonne pendant 1 heure, mais elle ne cesse de sourire. Il leur offre une plaque en or qui vaut environ 1 million de pièces d'or. Les filles sont choquées et elles veulent que leur ogre géant accepte l'offre. Sans autre option, le Salavar accepte l'offre et ils partent pour la capitale royale. Pendant ce temps, les gardes continuent de chercher la princesse dans la ville. La princesse est une jeune fille très curieuse et elle n'arrête pas de poser des questions sur tout, car elle a toujours été très protégée. Ils voient un troupeau de buffles, en font des steaks, et la princesse est émerveillée de les manger. Après cela, ils continuent leur voyage et la princesse finit par mourir à plusieurs reprises. Sa curiosité l'amène au bord de la mort, alors Gobru le punit. Pendant ce temps, le garçon se révèle être le chevalier du royaume et il veille sur la princesse depuis son enfance. Cependant, Gobru veut qu'il soit fort et il commence leur entraînement matinal. La princesse apprend aussi à manier l'épée, mais c'est suffisant pour le moment. La nuit, ils discutent de la façon dont ils vont se rendre à la capitale, car les falaises sont très dangereuses. Étant le territoire des aigles de falaise, Gobru se demande qui diable sont ces aigles et découvre qu'ils sont les prédateurs suprêmes de la montagne. Mais le principal problème est leur chef, l'aigle de jade, qui possède les pouvoirs des bénédictions. Gobru réfléchit un instant et décide d'aller voir l'aigle de jade, ce qui effraie tout le monde. Le lendemain, Gobru élimine les aigles de bas étage et mange leur chair. C'est alors que l'aigle de jade apparaît. Genki, Neki et Fuki, terrifiés, commencent à élaborer un plan pour s'enfuir si Gobru perd. Gabi leur dit de se taire parce que Gobru a combattu l'ours rouge pendant toute une nuit et a finalement gagné. Après 1 heure, la destruction cesse et on voit que Gobru est démembré. Soudain, il mange son bras pour faire revenir sa jambe et son bras, et utilise l'exosquelette pour affronter l'aigle. Il termine rapidement la bataille après avoir découvert le point faible et mange la pierre d'arme. Cela lui donne la capacité de transformer son exosquelette pour qu'il ressemble davantage à l'aigle de jade. Après le combat, il mange l'aigle et la princesse lui demande pourquoi Gobru mange sa proie. Gobru se souvient qu'on lui a posé la même question dans sa vie antérieure et il donne donc la même réponse. Il dit que ses victimes lui appartiennent et qu'il veut emporter leur rancune avec lui, alors il les mange. C'est juste une réponse bizarre, mais la princesse s'en contente. Le groupe atteint un village isolé et tous les habitants sont humains. Alors, ils sont furieux de voir un ogre. Ils saisissent leurs armes. Mais la princesse utilise son arme magique pour dire à ces paysans minables qu'elle est la fille de la capitale royale. Tout le monde s'écarte pour la laisser passer et Gobru est impressionné, car il n'a vu ça que dans des livres anciens. Après que le maire leur a offert sa maison, ils vont à la cascade et Ruberia énerve Gabi en lui jetant de l'eau. Le soir, ils partagent un dîner incroyable et Gobru partage l'alcool de l'elfe avec eux, ce qui fait perdre la tête à tout le monde. À cause de ça, un des villageois fesse accidentellement Gabi et Gobru finit par frapper le gamin. Ils passent une nuit incroyable et le lendemain, ils partent pour les montagnes émiettées. Soudain, Gobru remarque que les 2 sœurs sont pâles, alors elles lui disent qu'elles sont fatiguées d'avoir préparé le repas la veille. Après quelques heures, le ventre des sœurs commence à gonfler comme un ballon. Gobru appelle rapidement Gabi et lui dit qu'elle porte un enfant ogre. Donc, elle consomme les nutriments très vite et bientôt. Ils vont naître. Cependant, si les nutriments viennent à manquer, les filles humaines peuvent mourir. Gobru ne peut pas laisser faire ça, alors il dit aux filles de tenir bon. Mais bien qu'elles semblent fortes, elles commencent à manquer d'énergie. Il n'y a rien de nutritif à proximité, alors Gobru saisit son bras et le détache de son corps. La viande est trop dure pour les filles, alors Gobru mange son bras et le donne à la fille avec galanterie. Ils atteignent une grotte et les démons se débarrassent rapidement des ours. Leur ventre continue de grossir, alors Gobru utilise ses capacités d'anesthésie curative sur les deux. Il ne veut pas perdre ses belles filles, alors il prend son bistouri de médecin et opère les filles. 2 bébés en pleine santé naissent, une fille et un garçon. Gobru tremble encore à cause de la peur, mais il est heureux que tout le monde aille bien. Il appelle Gobuji et le vieil homme lui dit que ses enfants peuvent être de sang mêlé. Sur 1 million de cas, il arrive que les enfants soient de sang mêlé, c'est-à-dire qu'ils aient les traits des monstres et des humains. Au final, ils deviennent des monstres nuisibles à cause de leurs esprits confus, et Gobru dit au vieil homme qu'il lui a été d'une grande aide. Cependant, il élèvera les enfants, qu'ils soient de sang mêlé, humain ou ogre.
Goji dit aussi à Gobru que la prochaine fois, ils pourront simplement extraire les bébés et leur donner de la nutrition au lieu des filles. La fille s'appelle Oro et le garçon s'appelle Argento parce qu'il est arrivé accidentellement, comme toi. De fortes chutes de neige commencent plus à tomber la nuit, et Gobru sent une créature puissante à proximité qu'il n'a jamais vue auparavant. Alors il va jeter un coup d'œil à cette bête. Mais il s'avère que c'est un magnifique cerf blanc. C'est la première fois que Gobru ressent la peur de la mort. Alors il se prépare à affronter le cerf, même s'il a peu de chances de survie. Cependant, le cerf se contente de laisser tomber ses bois et s'enfuit précipitamment. Gobru est choqué de voir ça et s'apprête à manger les cornes quand il se souvient qu'il doit les donner à ses enfants. Alors qu'il retourne à la grotte, il aperçoit un groupe d'humains et de demi-humains qui combattent un minotaure géant et ses petits. Ils éliminent facilement les petits, mais le minotaure de la taille d'un mammouth est une espèce très forte. Il élimine les petits héros et seul le chef reste debout. Gobru réagit rapidement et abat la bête d'un seul coup de bras. Le chef se retrouve face à face avec Gobru et ils sont sur le point de se battre quand notre garçon sent une grande quantité d'aura émanant du corps du chef. Cela le prend au dépourvu et Gobru le félicite pour sa belle performance. Non seulement il cache son identité en disant qu'il travaille pour quelqu'un, mais en plus, il donne des potions de soins en échange du minotaure. Les héros le raccompagnent et le chef sent qu'ils auraient été tués instantanément s'ils l'avaient combattu. Gobru retourne dans sa grotte et se met à pleurer, tandis que ses enfants l'appellent papa, comme ton ex t'appelait. Il leur donne les bois qui augmentent leur capacité. Ils mangent aussi et gagnent en puissance, tandis que Rubella trouve un nouvel emploi, la nuit. Pendant que Gobru dort, un tas de trucs bizarres commencent à apparaître, mais il zappe tout ça jusqu'au lendemain matin, où l'on voit que Gobru a encore évolué. Un nouveau jour commence et un nouveau problème se profile. Le forgeron Emori et l'alchimiste Spinal sont aussi enceintes, mais Gobru sait quoi faire. Alors il reste calme. Elle trouve rapidement un endroit où s'arrêter et les deux filles donnent naissance aux enfants de Gobru. L'enfant d'Emori est un orc supérieur et Gobru le nomme Wanwaka. Pendant ce temps, l'enfant de Spinal est une fille humaine, alors il la nomme Nicolas. Il y a une énorme différence de taille entre les deux enfants. Après un certain temps, ils atteignent leur dernière destination avant la capitale royale, qui est Port Butori. Rubella se déguise pour éviter d'attirer l'attention. Gobru dit aux filles de se reposer pendant qu'ils se dirigent vers la guilde avec Rubella et les autres. À la guilde, de nombreux aventuriers sont stupéfaits de voir Gobru. Ils veulent tester sa force. Cependant, Gobru sait qu'il pourrait les tuer d'un seul coup. Alors il propose aux autres héros de s'occuper des aventuriers. Genki se met à pleurer après avoir vaincu les aventuriers parce qu'il n'y avait jamais pensé. Après ça, Gobru trouve un appareil photo au marché et l'achète rapidement pour prendre des photos ridicules de ses enfants. La nuit, Gobru se souvient qu'il a complètement oublié de rester en contact avec ses autres amis. Alors il contacte d'abord Obzado et Obzi. Il s'avère qu'ils chassent les kidnappeurs et les bandits pour gagner leur vie et obtenir des provisions. Pendant ce temps, Gabmi est au sommet d'une montagne et utilise ses yeux pour collecter toutes les informations. Gobru sait qu'elle travaille dur, alors il lui suggère de se reposer un peu aussi. Soudain, Gobru se voit coupé en deux et son souffle se coupe. Sweet transpire du front de Gobru et Gabmi se demande ce qui ne va pas. Le lendemain, Gobru raconte à tout le monde sa vision et décide d'aller dans la ville où se trouve actuellement Gabkihi. Cependant, ce détour leur coûtera 2 jours supplémentaires pour atteindre la capitale royale. Mais la princesse n'y voit pas d'inconvénient. Alors qu'ils se rendent à la ville de Gorfus, Gabmi est triste car elle est à la traîne derrière Gobru et le reste des filles. Elle se demande si elle est digne de son attention, et Gobru lui dit qu'elle sera toujours la plus spéciale pour lui. Peu importe si elle ne peut pas porter l'enfant de Gobru, elle restera son premier amour. Ils atteignent la ville et voient un donjon. Un groupe d'aventuriers s'enfuit en disant qu'il y a un minotaure démoniaque à l'intérieur du donjon. Ils parlent avec le maire qui lui dit qu'ils ont envoyé 3 groupes pour éliminer le boss du donjon. Soudain, Gabkii et Gobe sortent du donjon avec des aventuriers inconscients dans leurs bras. Gobe explique que lorsqu'ils ont atteint la partie la plus profonde du donjon, ils ont rencontré un monstre qui s'est transformé en Gobru. Gabkii a été tué sur le coup, mais le dieu lui a donné sa bénédiction et il est devenu un minotaure. Gabkii défie Gobru en match revanche et Gobru savait que cela arriverait. Ils se rassemblent dans l'arène et le combat commence. Les 2 géants sont de force égale, mais Gobru ne peut pas résister aux flammes de ce minotaure.
Gab-Kihi invoque un taureau depuis son bouclier qui donne du fil à retordre à Gobru, mais Gobru se fâche et utilise la danse des 1000 lances. Gab-Kihi ne parvient pas à éviter ses attaques. Alors il utilise sa magie de feu pour sauter en l'air et porter un coup dévastateur. Oubliant que Gobru est son ami, il se souvient soudain de ce qu'il a fait. Mais Gobru est tellement en colère qu'il utilise le rugissement démoniaque et envoie Gab-Kihi voler dans les airs. Cela lui rappelle avec nostalgie la première fois qu'il a battu Gab-Kihi. Il est stupéfait de voir le chemin qu'ils ont parcouru. Le lendemain, le groupe atteint la capitale d'Oswell. On apprend que le combat entre Gobru et Gab-Kihi a continué jusqu'au lendemain matin et qu'à la fin, Gobru a été victorieux. Gab-Kihi et Go sont partis pour la grotte tandis que ces gens sont partis pour la capitale. La capitale est un endroit magnifique et bien décoré. Tout le monde est émerveillé de voir le pavé et les fontaines ici. Ils arrivent au palais d'Ambre et la princesse veut que la bande reste pour la nuit. Elle organise un dîner somptueux pour eux et tout le monde mange à satiété. La nuit, les filles ont du mal à dormir car elles ne sont pas habituées à ce luxe et à ces chambres douillettes. Le lendemain, la princesse donne à Gobru son paiement et une carte spéciale qui lui permettra d'entrer librement dans la capitale. Gobru, lui, demande si elle est sûre de laisser un ogre étrange entrer et sortir de la capitale, et la princesse révèle qu'elle l'a observé pendant leur voyage, donc il est digne de confiance. La princesse se comporte comme une gamine capricieuse, mais elle a déjà élaboré toutes ses stratégies. Le groupe de mercenaires Parabellum commence son voyage de retour, mais Gobru laisse quelques répliques au cas où. Sur la route, Gobmi est toujours triste de voir que Gapichi a tellement évolué, alors qu'elle n'est toujours qu'une simple amortisseuse. Gobru arrête rapidement le crabe et lui dit qu'il n'abandonnera jamais ses amis, alors il commence son entraînement. Il invoque un tas de hauts orques et Gobmi leur botte les fesses. Elle finit par en vaincre 35, mais elle pense toujours que ce n'est pas suffisant. Soudain, Gobmi tombe et Gobru la rattrape de justesse. Le soir, ils dînent et vont se coucher. Mais le lendemain matin, quelque chose d'inattendu se produit. Gobmi devient un seigneur vampire à part entière et évolue vers un rang supérieur, ce qui excite Gobru et il la félicite. Ils atteignent la forêt et Gobru a hâte de revoir leur ancienne grotte. Mais ce n'est plus une grotte. Les membres l'ont complètement rénovée et on dirait plutôt un château. Il y a des petits chats qui sont les ouvriers, mais leur principal atout, c'est qu'ils sont très mignons. Soudain, Gogi arrive et annonce que Gobuji est à son dernier souffle. Gobru se précipite vers lui et lui montre sa famille et les enfants. Gobuji est tellement impressionné qu'il a l'impression que c'était hier qu'il a recueilli Gobru. Gobru révèle qu'il est maintenant un seigneur apôtre et Gobkichi un minotaure. Mais il leur donne un nom étrange. Gobuji dit qu'il peut mieux les nommer et tout le monde le regarde bizarrement. Après encore quelques paroles en l'air, Gobuji meurt et Gobru pleure sa mort quand il voit son chevalier se relever. Ils incinèrent le vieux schnock et il s'avère que Gobuji n'avait que 20 ans. En sa mémoire, Gobru organise un tournoi de combat entre les membres du groupe pour les classer en fonction des compétences qu'ils ont acquises au cours de leur voyage. Gobkichi dit à Gobru qu'il a pu arriver jusqu'ici grâce à Gobru, qui veut devenir encore plus fort. Cela continue jusqu'à l'après-midi, mais Gobru finit par vaincre Gobkichi. Gobru est très heureux de voir sa famille grandir, et peu importe le nombre de jours qu'il lui reste à vivre. Gobru fait le serment de faire de cette seconde vie la meilleure possible. La nuit, Gobru reçoit un appel et c'est la princesse à l'autre bout du fil. Elle veut que Gobru vienne au palais, mais en échange, elle le corrompt en lui offrant une récompense. Gobru ne veut pas faire du royaume son ennemi, car il a maintenant plus de bouches à nourrir et une grande famille à prendre en charge. Le lendemain matin, Gobru rassemble tous ses amis proches et les prépare, car il se dirige vers la capitale royale. Gobru a hâte de rencontrer de nouveaux ennemis et de manger leur viande.